Bienvenue dans Présage sur le vif, des épisodes d'actualité sur ce que révèle la crise sanitaire et ce qu'elle présage. Je suis Alexia Soyeux et je reçois Virginie Maris, chercheuse en philosophie de l'environnement et auteure notamment du livre La part sauvage du monde. Bonjour Virginie Maris. Bonjour Alexia. Merci beaucoup de prendre un petit moment avec moi pour aborder dans ce moment de crise sanitaire les causes et les conséquences que cet épisode a en termes de notre rapport au monde et le rapport du monde à la nature. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais d'abord aborder un point qui me paraît important, les mots qu'on utilise pour désigner justement la biodiversité, la nature et même dans un autre niveau le mot d'anthropocène. Tous ces mots-là, j'ai l'impression qu'ils semblent poser problème ou en tout cas créer des débats. Et il y a une vraie difficulté à choisir les bons mots. On a l'impression que c'est jamais vraiment satisfaisant. Et justement sur le mot central de nature, même si c'est un mot qui est questionné parce qu'il illustre la séparation nature-culture, vous continuez à utiliser ce mot et vous souhaitez même le réhabiliter. Oui, c'est vrai. J'ai fait partie de celles et ceux assez nombreux qui se sont dit que ce mot était une impasse, qu'il était finalement marqué du sceau du dualisme occidental, de cette idée qu'il y aurait non seulement une sorte de frontière étanche entre ce qui relève des humains, des activités humaines, et puis ce qui se fait par soi-même de façon spontanée, et que au-delà de cette frontière étanche, il y aurait une hiérarchie absolue avec les humains au sommet qui seraient les seuls finalement détenteurs de la pensée, de l'esprit, et puis qui auraient pour mission ou pour vocation d'informer, de domestiquer, de s'approprier la nature réduite à une simple matière à notre disposition. Donc ça, c'est, on va dire, l'héritage cartésien, cet héritage de la science moderne qui divise pour hiérarchiser le monde entre les humains et les non-humains. Et effectivement, c'est un héritage extrêmement toxique dont la situation de crise écologique actuelle est un symptôme évident. Donc, j'ai moi-même eu envie, notamment dans mes travaux de thèse, dans mon premier livre, de dépasser cela et d'utiliser le mot qui à l'époque était, on va dire, le plus disponible sur le marché des mots, qui était celui de biodiversité et qui permettait comme ça de désigner la diversité du vivant sans faire de distinction significative entre le vivant humain et le vivant non humain, ou le vivant domestique et le vivant sauvage, etc. Donc là, on repart 10-15 ans en arrière. Et puis dans mon dernier bouquin, La part sauvage du monde, je prends le contre-pied en essayant de réhabiliter la notion de nature qui a, dans le contexte d'anthropocène, cette idée qu'aujourd'hui on serait rentré dans une nouvelle période de la Terre qui serait caractérisée par l'influence globale des activités humaines, devient la notion de nature, il devient difficile même de pouvoir imaginer qu'il y a sur cette terre autre chose que de l'artifice, autre chose que de l'influence humaine. Et c'est quelque chose qui me chagrine, en fait. J'ai l'impression qu'en se débarrassant du terme de nature, on se rend infirme, on se rend aveugle à une évidence qui est qu'en réalité, le monde tourne essentiellement sans nous. Nous-mêmes, humains, sommes constitués d'une longue histoire évolutive qui n'a que faire des quelques derniers siècles ou derniers millénaires de culture humaine. Et puis, la vie qui nous entoure poursuit ses propres finalités, s'organise selon ses propres desseins. Et je trouve que dans le terme de nature, si on arrive à le débarrasser justement de ce dualisme qui n'est pas juste une séparation, mais qui est surtout une hiérarchie, et qu'on le réinvestit
pour y penser l'altérité radicale d'un monde sauvage qui nous échappe et qui se trouve à la fois dans le grand sauvage, mais aussi dans des vivants non humains plus communs, plus familiers, voire en nous-mêmes. Alors, en réinvestissant le concept de nature, de cette conscience de l'altérité du monde vivant, j'ai l'impression qu'on s'équipe d'une façon assez importante et assez nécessaire pour ne pas succomber justement à cette idée que maintenant qu'on est dans l'anthropocène, on est chez nous partout et puis l'humain serait l'ingénieur total ou le jardinier total à qui incomberait la responsabilité finalement de designer le monde. C'est une réponse un petit peu longue, je ne sais pas si vous vouliez autant de détails. C'est super intéressant, mais il y a des mots comme ça, enfin moi en tout cas quand je les utilise, j'ai tout le temps envie de mettre des guillemets parce qu'on sait bien que quand on les utilise sans dire exactement, enfin sans préciser exactement ce qu'on veut pointer, il y a forcément des dimensions qui restent invisibilisées. Et puis notamment avec le mot d'anthropocène, c'est sûr que quand on parle d'anthropocène, ça manque évidemment de nuances, ça ne parle pas des rapports politiques. Peut-être que vous voulez dire un mot aussi sur le mot d'anthropocène ? Oui, c'est aussi justement un mot qui fonctionne avec cette idée qu'il y aurait une sorte d'essence humaine, anthropo, l'humain, scène, donc le kainos, l'ère nouvelle c'est le suffixe qu'utilisent les géologues. Et beaucoup d'auteurs l'ont fait remarquer en parlant de l'ère de l'humain. Finalement, on efface totalement les différences à la fois dans les responsabilités et à la fois dans le coût de la crise écologique actuelle, les différences historiques, politiques, sociales et du coup, il y a plein on va dire, de concepts alternatifs qui seraient plus à même de charger politiquement ce constat de l'influence globale, non pas de toutes les activités humaines, mais de certaines activités de certains humains. Et donc, on a parlé de Britanocène, de Plantationocène, de Capitalocène, qui est celui peut-être qu'on entend le plus souvent. Alors, ce sont des sortes de mots arguments. Le terme lui-même tient comme un argument critique et une prise de distance par rapport à une forme de neutralisation, voire d'essentialisation de la crise écologique et politique actuelle, et pour montrer qu'elle ne relève pas de l'humanité dans son ensemble, mais bien de certaines sociétés, parfois de certains groupes à l'intérieur de certaines sociétés. Et est-ce que vous pouvez rappeler ce que vous appelez la part sauvage du monde ? Du coup, je le définis de façon assez simple comme cette part du monde que nous n'avons pas créée, c'est-à-dire cette part du monde qui n'est ni de nous, ni pour nous, ni par nous. Tout ce qui vit sa vie de façon spontanée et indépendante. Alors évidemment, la façon la plus immédiate de l'envisager, c'est en la spatialisant. Il y a encore sur la planète de grands territoires qui sont peu impactés par les activités humaines, en tout cas qui sont peu impactés par les logiques productivistes, extractivistes, instrumentalisantes des êtres humains. Mais cette part sauvage du monde, elle s'exprime aussi dans chaque être vivant finalement, même dans les êtres vivants domestiques et même chez les êtres humains eux-mêmes, comme ce qui échappe, ce qui est radicalement récalcitrant à une entreprise d'ingénierie ou d'instrumentalisation ou de mise au travail propre non pas à tous les humains, mais à un certain régime, une certaine façon d'être au monde et de mettre le monde au travail.
très caractéristique notamment des sociétés occidentales contemporaines. Mais sachant quand même que les espaces sauvages qui peuvent rester sont quand même soumis aux dérèglements climatiques, etc. Donc ils peuvent pas être exempts complètement d'influence humaine. Voilà, alors c'est un grand, si vous voulez, une sorte de grand problème ontologique, hein, et les changements climatiques sont on va dire, le paradigme un petit peu de ce caractère global et non intentionnel de l'influence humaine, parce que c'est sûr qu'une forêt tropicale qui est rasée pour planter des palmiers à huile ou pour créer du pâturage, bon ben, on voit tout à fait comment l'influence humaine fait partie d'un dessein, d'un projet humain conscient. Par contre, une forêt tropicale qui peu à peu se transforme et potentiellement bascule parce que on a des régimes hydriques de plus en plus différents ou une augmentation de la température moyenne, etc. C'est très différent. Alors, comment quel sens je donne à cette différence? Parce que pour moi, il faut traiter ces choses-là de façon différente. Bah, c'est déjà en observant la nature et en observant les réponses de la nature aux changements globaux et notamment aux changements climatiques. Le vivant a traversé de plusieurs épisodes de grandes transformations climatiques. Alors, pas des réchauffements rapides, hein, comme celui qu'on observe actuellement, mais le vivant a des ressources incroyables pour s'adapter et parfois de façon très vite, très rapide et très ingénieuse aux changements environnementaux. Et ça nous prouve justement qu'il y a encore de la vie, de l'évolution, de l'inventivité. Ça répond pas, enfin, j'ai conscience de pas répondre à cette question, mais simplement de pas se dire: «Ah bah, finalement, les changements climatiques, c'est de l'influence humaine au même titre, hein, que la déforestation volontaire». Pour moi, ça nivelle le type de problème et surtout ça nivelle les options et les surprises que la vie peut nous nous faire dans son adaptation. Ça n'empêche absolument pas que des efforts immenses devraient être faits aujourd'hui pour, heu pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et pour essayer d'inverser un peu les trajectoires de façon à mitiguer et à minimiser les changements climatiques à venir, hein. Mais je ne pense pas que ça impacte la vie de la même façon qu'une mise au travail directe et intentionnelle, comme peut l'être une déforestation pour des finalités de plantation, par exemple. Pour revenir à l'actualité et la crise du coronavirus, en quoi, selon vous, l'apparition et la diffusion massive de ce virus est un révélateur de la crise écologique globale et puis du rapport au monde qu'on entretient, enfin que le modèle dominant entretient, on va dire? Ben, c'est, heu, c'est terrible en fait, même si on voulait écrire une fable qui synthétise un petit peu toutes les pathologies de la modernité, on n'aurait pas pu malheureusement trouver un exemple aussi caractéristique. Parce qu'en effet, je pense que cette pandémie, hem, qui est une nouvelle pandémie après une série qui la précède, incarne un petit peu ou en tout cas, magnifie heu, toute une série de problèmes et surtout montre à quel point ces différents problèmes sont hem, complètement intriqués les uns dans les autres. Alors, pour en faire pas nécessairement la liste, mais pour en évoquer quelques-uns, on l'a documenté
la transmission, en fait, les zoonoses comme celle qui est à l'origine de la crise du Covid-19 sont liées à la transmission de pathogènes, ici de virus, qui sont présents dans la faune sauvage et qui passent vers des hôtes humains et qui sont souvent présents dans la faune sauvage de façon assez anodine, parfois invisible, parfois peu impactante pour les espèces hôtes. Et c'est très clairement la conjonction de deux phénomènes qui multiplient ces occasions de transmission de pathologies des animaux sauvages vers les animaux humains. Très souvent, il semble que ce soit pas directement le cas ici, c'est un hôte intermédiaire domestique. Mais le premier problème, c'est la réduction des habitats et la diminution des populations sauvages. En fait, alors là, on l'a vu très clairement sur le Covid, c'est les effets de déforestation sont directement en cause. On réduit les habitats de la faune sauvage, ce qui fait qu'on réduit la population. Donc d'abord, il y a une intensité de la transmission des virus à l'intérieur de la population hôte, simplement du fait que les populations sont plus réduites. Et puis, faute d'habitat, les espèces s'essayent en fait. Les espèces sortent des forêts, en l'occurrence des chauves-souris sortent de plus en plus des forêts qui seraient leur habitat naturel pour trouver refuge ailleurs et se retrouvent en communication avec des espèces exploitées ou avec des espèces, dans le cas du pangolin, qui ne sont pas domestiquées, mais qui sont braconnées, exploitées pour la viande. Donc on a finalement un mélange des genres. Alors pour moi, ça exprime quelque chose, c'est un petit peu triste parce qu'on a envie, dans le monde de l'écologie, il y a tout un discours de reconnexion, de cohabitation, de dire bon ben voilà, les humains doivent apprendre à cohabiter avec la nature sauvage, ils font partie de la nature fait partie d'eux, etc. En fait, moi, mon diagnostic, indépendamment de cette crise, c'est que la façon dont nous vivons aujourd'hui en tant qu'êtres humains et le nombre que nous sommes et les densités de population humaine qui sont celles qu'on connaît actuellement ne peut pas, comment dire? J'ai pas envie de dire. En tout cas, certaines frontières restent nécessaires. On n'est absolument pas prêt à vivre en présence, par exemple, de virus comme celui-ci qui pourrait potentiellement éliminer 2, 3, voire 4% de la population humaine. Or, une cohabitation intense entre un grand nombre d'espèces qui n'ont pas coévolué ensemble, et notamment entre des espèces très sauvages et les êtres humains, génère nécessairement ce type de rencontre entre des virus et des nouveaux hôtes. Donc, premier, on va dire, signe pathologique, cette surexploitation de la nature, en l'occurrence la déforestation, qui oblige des espèces avec lesquelles nous n'avons pas vocation à coexister, à rentrer dans des contacts de plus en plus fréquents, soit avec les humains, soit avec leurs animaux domestiques. Deuxième élément qui est concomitant, c'est justement cette industrialisation du vivant. Les êtres humains sont érigés comme, là on le voit et moi je partage cette idée, on ne veut pas perdre de vie humaine. Donc la vie humaine est extrêmement valorisée, la dignité humaine, etc. Par contre, le reste du vivant est réduit à un pur outil de production ou en tout cas une pure ressource et on le voit dans l'intensification des cultures, dans l'intensification de l'élevage pour les espèces domestiques et ça participe vraiment à partir du moment où on oublie que le vivant n'est pas une ressource, n'est pas une matière, mais qu'il y a une écologie du vivant, eh bien, on se rend aveugle, infirme, en fait, surtout, on se rend extrêmement vulnérable, car le vivant, c'est une écologie et c'est une écologie qui inclut
notamment, on appelle ça des sortes de facteurs de densité dépendance, hein. C'est pour ça qu'on est obligé de bourrer nos animaux d'élevage d'antibiotiques parce qu'en fait, on ne peut pas traiter du vivant comme si c'était une simple matière. La vie n'est pas, capable, de se faire, malmener de la sorte et elle, manifeste en fait par des processus qui sont pas magiques, qui sont pas intentionnels, qui sont des processus écologiques de base, à savoir la présence permanente d'un certain nombre de pathogènes qui circulent et qui «régulent» entre guillemets les populations. Si je peux continuer, sur ces, enfin ce que j'ai dénoté, ce que j'ai appelé des pathologies de la modernité, le fait qu'il y ait à un moment quelque part en Chine heu, quelques chauves-souris ou quelques pangolins qui transmettent un virus à l'humain n'en fait pas une pandémie mondiale. Ce qui en fait une pandémie mondiale, c'est la globalisation et c'est cette circulation effrénée des êtres humains à travers le monde et qui est aussi quelque chose de très récent et de très troublant en fait quand on le regarde de l'extérieur. Comment se fait-il qu'il y ait autant de monde qui circule et de façon si intense et bien souvent pour des raisons aussi futiles, aussi non nécessaires que des rendez-vous d'affaires, des colloques internationaux ou un simple besoin de découvrir des pays exotiques. Et donc cette globalisation, c'est vraiment ça qui met le feu aux poudres et qui transforme une maladie en pandémie mondiale. Et puis, cette globalisation, elle nous montre aussi à quel point nos systèmes, à la fois, on va dire nos systèmes alimentaires, socio-économiques ne sont absolument pas résilients. On a une déstabilisation massive de l'économie réelle. J'avoue que je me fiche un peu de ce qui se passe sur les places financières, mais de l'économie réelle, de la circulation des biens, y compris des biens de première nécessité ou des biens qui deviennent nécessaires en situation d'urgence. On l'a vu avec les masques, avant ça on l'avait vu avec les gels désinfectants, etc. On est dans un système globalisé qui ne nous donne presque aucune marge de manœuvre lorsque un choc nous parvient. Et c'est surprenant parce qu'effectivement, on a l'impression que c'est un système hyper puissant par rapport auquel on se sent souvent en tant qu'individu complètement désarmé, complètement inoffensif. Voilà, il y a quelque chose, ah bah oui, aujourd'hui, la mondialisation, c'est sûr. Et en réalité, c'est vraiment le colosse aux pieds d'argile. Tout peut s'effondrer extrêmement rapidement. Et donc, moi, c'est vrai que du point de vue, parce que j'ai une sorte de fil de biais qui me fait que je m'intéresse aux questions plus directement liées à l'écologie scientifique et à l'écologie politique. En termes d'autonomie alimentaire, on a extrêmement peu de ressources pour simplement survivre individuellement et collectivement dans un monde qui, pour une raison exogène comme la nécessité sanitaire, devrait couper court à la circulation intense des denrées ou des personnes à travers le monde. Est-ce que vous pensez que cette crise est l'occasion d'envisager justement un autre modèle de développement, d'essayer d'accroître la résilience des territoires ou des pays? Ou est-ce que vous y croyez plutôt à cette option-là? Ben, ouais, je pense que le fait que vous ayez reformulé la question comme ça, c'est pas anodin, hem, parce qu'effectivement, je pense que cette crise devrait, offrir cette occasion, mais en réalité, je pense qu'on a déjà eu, 20 crises qui auraient déjà 20 fois dû nous offrir cette occasion. Donc là, il y a quelque chose un petit peu de l'ordre de la croyance. Faisons comme si, une fois de plus, c'était, le bon moment, mais
pour ceux d'entre nous qui travaillent sur ces questions depuis longtemps, des bons moments, il y en a eu des tonnes. Et en fait, il y en a tous les 6 mois, il y en a tous les ans, alors peut-être pas de façon, aussi, systémique, que cette pandémie, mais donc voilà, je sais pas trop quoi répondre, si ce n'est qu'il faut bien faire comme si, mais ça fait un paquet de fois qu'on fait comme si, plus rien ne serait pareil. Non, il y a quand même un effet, de sidération et enfin, j'avoue, je suis embêtée parce que honnêtement, on va de sidération en sidération. Et on Là, on a s'habitue en fait l'impression à un que niveau de sidération toujours plus haut en fait. c'est ça, parce qu'il y a eu les canicules, il y a eu les méga-feux, enfin juste sur les 12 derniers mois, il me semble qu'à chaque 2 mois, on a un nouvel événement qui nous fait dire: «Mais ça n'est absolument plus possible, il faut faire quelque chose, il faut s'organiser autrement». Alors de fait, là, le confinement et la fermeture des frontières produit une contrainte matérielle objective qui n'était peut-être pas aussi, virulente, en tout cas qu'on n'a pas vécu en France métropolitaine, par exemple, sur, les événements précédents. J'ai envie d'y «croire» entre guillemets parce que je vois ce qui se passe, voilà, de façon très personnelle. C'est vrai qu'on a vu, des réseaux, notamment au niveau de l'approvisionnement. Le simple fait d'arrêter les marchés, en fait, ça bouleverse énormément quand on vit dans des régions, où il y a de la production agricole et où il y a un potentiel d'autonomie alimentaire. Le fait de plus pouvoir s'approvisionner au marché paysan oblige à reconfigurer, les réseaux d'approvisionnement, à s'organiser, à se connaître et cetera. Donc c'est sûr que, la contrainte matérielle, produit quelques effets dont on espère qu'ils pourront, être, pérennes. Mais au-delà de ça, c'est vrai que moi je suis un peu terrifiée là, il y a alors je sais pas quand est-ce que le podcast sera diffusé, mais les nouvelles se succèdent et ce matin, il y avait un excellent article de Gaspard Dalins dans Reporter qui recense un petit peu, la dérive sécuritaire, la façon dont, l'impunité, et la capacité discrétionnaire, de la police, pour les contrôles, génère, voilà un état, justement un état, de guerre et d'hypersécuritarisme et d'hypercontrôle qui est extrêmement effrayant et très malheureusement, j'ai peur, voilà, on est dans une situation où on voit 2 choses, se produire. Au niveau des gens, de la société, des producteurs, moi je vois vraiment un foisonnement d'initiatives, de solidarité, d'entraide, d'autonomie et j'en suis ravie et je pense que, voilà, tout ce qui est gagné là, pourra, persister, le jour d'après. Par contre, au niveau, du gouvernement et on va dire, du gouvernement, de la police, de l'armée, j'ai très, très, très peur que cette crise-là soit l'occasion de, mettre en place, en fait, pas simplement de le mettre en place parce qu'il l'est déjà, mais d'augmenter de façon, extrêmement liberticide le pouvoir de la police et le pouvoir de surveillance des citoyens et j'accueille ça comme, quelque chose de tout à fait catastrophique. Donc ça m'empêche un petit peu de me réjouir. Après, ce qui est certain non, je ne sais pas si c'est certain, mais ce en quoi je crois, c'est quand même le fait que, premièrement, il y a plein de personnes qui vont, heu, utiliser ce temps, du confinement comme un vrai temps de réflexion et de délibération, interne, sur, les choses qui comptent, les valeurs qu'on poursuit individuellement, collectivement et cetera et on a tellement peu de temps pour ça dans la vie que finalement cet, arrêt obligatoire
pour celles et ceux qui sont suffisamment privilégiés, pour en jouir, à mon avis, ça peut être que bénéfique et puis j'ai aussi l'intuition, enfin la sensation qu'il va y avoir quand même une vraie crise économique derrière et que la débrouille, l'autonomie vont être pérennisées, pas tellement parce que d'un coup on aura entrevu, les lendemains, joyeux, d'une écologie politique, généralisée, mais simplement parce que par nécessité, on risque de vivre un moment où, il y a beaucoup de où les besoins vont surpasser les désirs et qu'il y a beaucoup de désirs secondaires liés aux nouvelles technologies, qui deviendront peut-être, enfin, dont le caractère superflu deviendra évident, mais peut-être pas par une transformation existentielle des personnes, mais par une nécessité économique, quoi. En quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez dire des discours qui se sont vraiment multipliés ces dernières semaines sur le mode la nature reprend ses droits, le problème c'est l'humain, etc. Bon, cette idée, c'est sûr que ce que nous disent, ces formules, la nature reprend ses droits ou, ça peut être interprété de plein de façons. Moi, je le vois de façon peut-être un petit peu, naïve ou superficielle, comme des paraboles, qui n'ont pas valeur explicative, mais qui, dans un registre symbolique, essayent de, montrer justement à quel point le mode de développement, d'accaparement, de domination, de certains humains sur le monde naturel était insoutenable et il y a un effet rebond qui est inévitable et justement cet effet rebond, il s'explique assez bien écologiquement. Après le fait, de personnifier, cet effet rebond ou de l'expliquer sous forme d'une intentionnalité de la nature et cetera. Bon, pour moi ça relève de la métaphore. C'est une métaphore que je trouve, qui peut être fertile et en tout cas qui me semble, assez inoffensive. Néanmoins, il y a quelque chose qui me met beaucoup plus mal à l'aise, dans certains de ces discours, c'est, la part de misanthropie qui peuvent, tenir. C'est-à-dire que, si pour que la nature reprenne ses droits, il faut, des centaines de milliers de morts humaines et que ces morts humaines, on le sait et l'avenir ne fera que le confirmer, ce sont de toute façon toujours les plus vulnérables, hein, les plus vulnérables, dans leur, propre corps, dans leur propre existence parce que, il y a, des problèmes de maladies chroniques, des problèmes de vieillesse et cetera, mais aussi les plus vulnérables, socialement, politiquement, parce qu'on voit bien qui sont les personnes qui vont continuer à s'exposer, qui sont les personnes qui continuent à travailler, y compris dans des conditions, sanitaires qui ne sont pas propices à se rendre au travail et cetera. Alors, si cette parabole, sert finalement à neutraliser, voire même à se réjouir, de, la réduction de la population humaine par, le décès des plus vulnérables d'entre nous, beh, je trouve ça, assez tragique et pour le coup, ça peut faire, écho à un néo-malthusianisme, hein, qui est assez présent dans la pensée, en tout cas qu'il a été beaucoup dans les années 70. On raisonne un petit peu moins comme ça aujourd'hui, mais de capacité de charge. Bon, bah, voilà, on est trop nombreux sur la planète et donc en réduisant, la population humaine, on va réduire, le problème écologique. Non, en réduisant la consommation humaine, en transformant nos modes de vie, on va résoudre, le problème écologique. Donc voilà, sur la nature reprend ses droits, si elle les reprend en nous empêchant de prendre l'avion, je trouve que la parabole est assez jolie, hein. Si elle les reprend en tuant les plus vulnérables d'entre nous, alors je trouve qu'elle est carrément cynique.
Pour conclure, est-ce que dans cette période un peu compliquée, vous auriez un conseil pour arriver à cultiver une forme de joie malgré tout? Bah, non, enfin, voilà, à nouveau, je vais répondre de façon très personnelle. En fait, je vis cette période dans un contexte très privilégié. D'abord parce que matériellement, on a, simplement, de l'espace et cetera, et puis que j'ai 2 filles qui sont, adorables et qui donnent finalement à cette expérience un ton, très très joyeux en fait et très inattendu, avec, une découverte, de cette petite, insularité comme ça. On se découvre les uns les autres à l'intérieur de la famille, et évidemment je peux pas recommander aux gens de prendre mes filles chez eux. Hem, non, j'ai vraiment pas de conseils, parce que j'ai l'impression que les conditions, à la fois, matérielles et psychologiques dans lesquelles on rentre dans cette période sont si différentes d'une personne à l'autre que, voilà, ce qui marche, pour les uns pourrait être absolument, terrible pour d'autres et cetera. Peut-être quand même, faute de conseils, une perspective. C'est vrai que passer, les premières semaines peut-être de sidération, de déstabilisation, essayer de dégager un temps, significatif chaque jour pour, heu, produire des choses pour le monde d'après. Alors que ce soit en s'investissant dans les réseaux de solidarité, que ce soit, en réorganisant sa vie, en prenant se dire que voilà, on a, pour certains d'entre nous, beaucoup de temps finalement qui s'est libéré, faute de travail, faute de déplacement et cetera, et de garder à l'esprit que ce temps-là, il est précieux et qu'il faut, peut-être voilà, se mettre en ordre de marche pour ne pas que ce soit simplement, la fin des vacances, et que de toute façon, au moins à sa propre échelle, que plus rien ne soit pareil après. Je pense qu'il faut le préparer, ouais. Merci beaucoup Virginie. Merci Alexia, c'était un grand plaisir de discuter avec vous. Merci beaucoup de votre écoute. Vous pouvez soutenir Présage en partageant les épisodes s'ils vous ont plu ou en mettant 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. À très vite.